Fondation Jean Jaurès. Pensez pour agir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ambassadrice en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous êtes l'autrice de La diplomatie féministe est un sport de combat qui vient de paraître aux éditions Talendier. Votre livre aborde, je cite, la géopolitique des droits des femmes, leur situation au niveau international, et on serait très intéressé de vous entendre sur le concept de diplomatie féministe, savoir ce qu'il implique, mais aussi sur la façon dont la France va le mettre en œuvre, le met d'ores et déjà en œuvre aujourd'hui. Merci de me recevoir. Alors c'est toute la question. C'est quoi la diplomatie féministe? C'est bien la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. Et vous l'avez dit, ce livre, il est vraiment à l'intersection à la fois des études de genre, du féminisme, des recherches qui sont actuellement de plus en plus importantes sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi des questions de géopolitique. Et c'est vrai que ces deux sujets-là, on les croise assez rarement. Et ce que j'ai voulu montrer, c'est que les droits des femmes, c'est véritablement un objet géopolitique. C'est un objet politique, ça on le sait, mais c'est aussi un objet géopolitique. Et c'est l'objet d'une vraie bataille, alors qui n'est pas avec des armes conventionnelles, mais c'est une vraie bataille diplomatique qui se mène à tous les niveaux, au niveau international, au niveau régional, au niveau national, avec deux visions très différentes. Alors la diplomatie féministe, on n'a pas une définition universelle. L'état des lieux, c'est qu'on a aujourd'hui une douzaine de pays qui ont adopté officiellement ce qu'ils appellent une diplomatie féministe, ou en anglais Feminist Foreign Policy. Le premier a été la Suède en 2014, donc ça fait déjà quasiment 10 ans, suivi du Canada, puis de la France. Donc la France, c'est depuis 2019, on a bientôt 4 ans de diplomatie féministe. Aujourd'hui, on a la plupart des pays qui sont européens, nord-américains, j'ai cité le Canada, l'Espagne, les Pays-Bas, l'Allemagne, et puis on a aussi une certaine concentration en Amérique du Sud, le Mexique, la Colombie, le Chili, l'Argentine, et on commence à avoir quelques pays en Afrique et en Asie qui s'intéressent au concept. Alors comment est-ce que ces pays-là et comment est-ce que la France définit sa propre diplomatie féministe? Chaque pays a défini a donné sa propre définition, a donné son propre cadre théorique, ses grands principes, ses grandes priorités. Si on veut essayer de trouver une définition très large, et c'est celle que je propose en fait dans le livre, c'est simplement de dire et de reconnaître que les droits des femmes sont une priorité de la politique étrangère, de même qu'ils doivent être une priorité de la politique nationale, et que non seulement ils sont une priorité, mais ils doivent être aussi appropriés par l'ensemble de la diplomatie. Donc la diplomatie, évidemment, elle est représentée par un ou une ministre des Affaires étrangères, par le président de la République lorsqu'il s'agit de la France, mais par toutes nos ambassades, par tout notre réseau diplomatique et consulaire, et par tous les agents. Il faut que chaque diplomate, chaque personne qui représente la France à l'étranger, se rende compte que les droits des femmes, ça n'est plus, comme ça l'était très longtemps, un sujet secondaire ou simplement un sujet de développement, d'accès à la santé, d'accès à l'éducation, qui sont des sujets importants, mais en fait c'est vraiment un sujet de combat diplomatique, parce que on voit s'affronter aujourd'hui des forces plutôt progressistes qui veulent continuer à avancer sur, et je le rappelle dans le livre, le grand chemin qui nous mène depuis les années 70 vers plus d'égalité entre les femmes et les hommes, et puis des forces conservatrices qui ont pris de plus en plus d'importance et de pouvoir ces dernières années. Et précisément sur ce point, vous évoquez dans votre livre, dans le contexte de régression dans lequel on est aujourd'hui, face au backlash, donc à ce retour de bâton contre les droits des femmes, vous le dites, la diplomatie féministe peut être un levier d'action pour défendre ces droits. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot là-dessus? Oui, j'avais vraiment à cœur en fait d'expliquer, de révéler un peu au grand public ce que c'est que ce backlash. Alors je préfère aujourd'hui utiliser le mot des mouvements anti-droit, l'appellation des mouvements anti-droit, parce que c'est bien là ce dont il s'agit. Il s'agit non seulement d'un souhait de régression, de recul sur les droits des femmes, mais c'est un ensemble de forces, de mouvements, de partis politiques, d'organisations non gouvernementales, y compris d'organisations à caractère religieux, dont l'objectif est de faire régresser les droits des femmes et les libertés fondamentales des femmes. Mais derrière, ça implique aussi de nombreux droits, les droits des personnes LGBT, les droits des minorités, les droits démocratiques de manière générale. J'essaie
essaye de le décrire, mais c'est décrit de plus en plus dans des rapports en ce moment, on en parle de plus en plus. Ces forces-là, elles ne sont pas, apparues de manière fortuite. Elles se sont extrêmement bien structurées, elles sont extrêmement bien connectées les unes aux autres entre des organisations religieuses souvent nord-américaines, basées aux États-Unis ou au Canada, des partis politiques basés en Europe plutôt d'extrême droite, des fondations philanthropiques dont l'objectif est de revenir sur le droit à l'avortement et sur les droits sexuels et reproductifs des femmes, des millionnaires ou des milliardaires orthodoxes russes, et puis des forces antidémocratiques aussi dans un certain nombre de pays du Sud. Et donc face à cette montée en puissance des mouvements anti-droit, et on voit ce qui s'est passé aux États-Unis, donc j'en parle évidemment, la suppression de la protection constitutionnelle du droit à l'avortement avec le renversement de l'arrêt Roe v. Wade de la Cour constitutionnelle, mais ça n'est pas seulement aux États-Unis, et ça n'est pas seulement dans des pays qui sont très loin. On parle évidemment de la Pologne, alors qui récemment a élu un nouveau gouvernement libéral dont on espère qu'il reviendra sur les attaques contre l'avortement. Je parle aussi de la Hongrie, je parle de la Corée du Sud, un pays qui est peu connu mais qui est un pays moderne, démocratique, quasi occidental on va dire, et qui a élu un président l'année dernière sur une plateforme, sur un programme ouvertement misogyne de suppression du ministère pour les droits des femmes, de recul sur les droits des femmes, tout azimut. On pourrait parler du Brésil de Bolsonaro et d'encore d'autres pays. Et donc face à cette montée en puissance de ces mouvements qui ont obtenu de nombreuses victoires électorales, la diplomatie féministe, c'est une des réponses. Ça n'est pas la seule. Il faut vraiment souligner et rendre hommage au militantisme des ONG féministes sur le terrain dans tous les pays du monde, sur tous les continents. Mais la réponse diplomatique et politique, c'est cette diplomatie féministe qui en fait fait la même chose que les mouvements anti-droit, c'est-à-dire décide volontairement que les droits des femmes vont être un objet prioritaire de sa politique. Ne seront pas une considération secondaire, ne seront pas juste une considération de développement, mais ce sera un objet de bataille diplomatique sur lesquels on va s'étriper, mais de manière très civilisée, dans les instances des Nations Unies, à New York, à Genève, à l'OCDE, au sein de l'Union européenne, parce que même au sein de l'Union européenne, on a de très nombreuses divisions et des blocages à cause de ça. Et donc la diplomatie féministe, ça consiste à dire c'est une priorité politique, mais c'est aussi mettre les moyens. Donc je consacre aussi une partie du livre à expliquer qu'il manque cruellement de financement pour financer les droits des femmes, des programmes et des projets sur le terrain, mais aussi en termes de visibilité et de rendre un narratif qui est progressiste sur les droits des femmes, et c'est aussi utiliser toutes les armes diplomatiques qui sont à notre disposition pour contrer les reculs qui sont à l'œuvre un petit peu partout dans le monde. Donc on le voit, beaucoup de sujets à mettre en œuvre, et justement au regard de l'actualité internationale, de la guerre en Israël et en Palestine, mais aussi de celle en Ukraine, ou encore la situation en Afghanistan, en Iran, on le voit, les femmes et les enfants sont particulièrement touchés en période de conflit armé, et on le sait, malheureusement les violences sexistes et sexuelles sont utilisées comme armes de guerre, et pourtant les femmes sont sous-représentées dans les processus de négociation pour la paix, dans la résolution des conflits. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité qui a été mis en place dans les Nations Unies, par les Nations Unies, ce qu'il implique, et aussi le rôle de la France dans ce cadre-là qui est, à mon sens, sans doute un petit peu méconnu, mais le contexte là international nous invite à nous y pencher d'autant plus. C'est justement parce que c'est un thème ou un agenda qui est assez méconnu que j'ai voulu en parler. Donc j'ai fait un choix géographique. Je parle de certains pays qui sont peut-être un petit peu moins sous les radars justement de l'actualité internationale. Je parle du Salvador, du Honduras, du Yémen, de la Corée du Sud. Et puis j'ai aussi choisi de vraiment mettre en lumière 3 grandes thématiques. Les droits et santé sexuelle et reproductive, parce que pour moi c'est la mère des batailles, donc la liberté des femmes à disposer de leur corps. L'intersection entre les luttes pour l'égalité de genre et la lutte pour la protection de la planète. Et puis le dernier thème, c'est effectivement ce que j'ai appelé la place des femmes dans les conflits. Parce que la place des femmes dans les conflits, elle est à la fois celle de victimes. Malheureusement, c'est encore trop souvent le cas, et on le voit aujourd'hui dans tous les conflits que vous avez cités. Elles sont les principales victimes avec les enfants, victimes civiles, évidemment, de ces conflits-là.
mais elles sont aussi, elles doivent être en fait les actrices de la paix et les actrices de la négociation, de la sortie de conflits. Et malheureusement, ce n'est toujours pas le cas, bien que depuis l'an 2000 a été adopté par l'ONU, donc par tous les États membres des Nations Unies, un agenda femmes, paix et sécurité qui mandate les États, qui leur demande de mettre en place les mécanismes qui pourront permettre aux femmes, non seulement d'être protégées dans les conflits, et notamment d'être protégées des violences sexuelles, donc elles sont encore très majoritairement victimes, mais aussi de les mettre à la table de négociation, de les former et de les mettre en position de décision pour pouvoir avoir toute leur place à la table des négociations. Et on voit que plus de 20 ans après, les chiffres sont encore absolument calamiteux en termes de participation des femmes aux négociations. Parler de l'Afghanistan, on peut citer le Yémen, la Libye, l'Ukraine, tous les conflits qui sont en cours aujourd'hui. Quelle est la place des femmes? Où sont les femmes négociatrices dans les négociations officielles ou officieuses? Elles sont quasiment absentes, pour ne pas dire complètement absentes. Et pourtant, toutes les études montrent que non seulement la participation des femmes à un processus de paix rend ce processus plus durable dans le temps, mais en plus, les sujets qui vont être portés par les femmes sont en général différents des hommes, non pas en raison de leur gène ou de leur essence biologique, mais parce que elles ont été en tant que victimes civiles touchées par un certain nombre de sujets, parce qu'elles sont mieux positionnées pour faire de la facilitation intercommunautaire, etc. Je donne peut-être un exemple sur l'Ukraine aujourd'hui. Alors l'Ukraine aujourd'hui, le focus est beaucoup sur les femmes victimes de violences sexuelles dans le cadre du conflit, et c'est vrai que c'est un sujet qui est très important pour le gouvernement français. Et le ministère des Affaires étrangères travaille avec le Fonds mondial pour les survivants et survivantes de violences sexuelles dans les conflits. C'est un fonds qui a été créé en 2019 par 2 prix Nobel de la paix de cette année-là, donc le docteur Denis Mukwege, qui est un docteur congolais, gynécologue, qui est spécialisé dans la réparation médicale, mais aussi psychologique et économique des femmes victimes de violences dans les conflits. Qui a fait la préface. Tout à livre, fait. Donc, voilà. prix Nobel de la paix 2019. Et puis, Nadia Mourad, qui est donc cette activiste yézidi, qui elle-même avait été emprisonnée, esclavagisée par Daesh, et qui se bat pour la reconnaissance du génocide yézidi et aussi des violences sexuelles qu'ont subi les femmes. Et donc, avec ce fonds, nous soutenons des actions en Ukraine de réparation pour les victimes. Nous soutenons aussi les enquêtes menées par les policiers ukrainiens sur les crimes sexuels qui ont été commis par l'armée russe pour pouvoir ensuite alimenter les enquêtes de la Cour pénale internationale. Et nous finançons aussi de nombreuses associations, soit en Ukraine, soit dans les pays limitrophes où de nombreuses femmes se sont exilées, des femmes qui ont pu être victimes de violences sexuelles ou simplement qui ont des besoins en termes de contraception, d'avortement, qui ne sont pas besoins qui ne peuvent pas être auxquels on ne peut pas répondre, dans les pays où elles sont, notamment en Pologne, il n'est pas possible de répondre en raison des législations nationales. Donc ça, c'est un sujet hyper important, mais qu'on oublie toujours parce que dès qu'une guerre éclate, on est immédiatement dans la solution militaire qui est importante, la solution politique. Trop souvent, malheureusement, la solution politique, elle n'inclut pas les femmes, et je montre avec 2 activistes, une activiste au Yémen et une activiste en Libye, qui se battent depuis des années pour que les femmes soient incluses dans les négociations de paix, pour former des femmes au niveau local, au niveau des communautés, au niveau des municipalités, pour aussi lancer des grandes campagnes de sensibilisation, y compris à destination des pays comme la France ou des Nations Unies, en leur disant: vous organisez des cycles de négociation, mais vous avez complètement oublié d'inclure des femmes. Eh bien, merci Delphino pour ce panorama sur la situation des droits des femmes. Vous pouvez retrouver l'ouvrage de Delphino en librairie. La diplomatie féministe est un sport de combat, aux éditions Talendier. Merci beaucoup. Merci beaucoup.